Alors, j'ai dit messieurs car ceux qui débattront ce soir sont Ryoma Takeuchi et Clément Le Fur. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Oui, si vous voulez. Bonsoir à nouveau. Ah, il est malin. Le débat a été relancé, bah décidément je suis pas le seul, la semaine dernière par le Conseil consultatif national d'éthique, CCNE pour faire plus simple. La loi de bioéthique sera révisée et le CCNE s'est dit favorable à un élargissement de la PMA à toutes les femmes. Débat encore relancé cette semaine, plus ou moins, par la publication d'un livre, celui de Marc-Olivier Fogiel, qui raconte à la fois son expérience de la PMA et l'expérience d'autres familles. J'ai dit quoi? De la PMA, de la GPA. Soyons précis. Et en fait, c'est un peu plus complexe. Enfin bref, j'ai envie de dire tout simplement pour ou contre. Clément. Sur la PMA, ce qui me semble en tant que tel, non. Ce qui me semble important, c'est que par un argument, si on autorise la PMA en France, il me semble que par un argument d'égalité... Pour toutes les femmes, hein. Pour toutes les femmes. Pour toutes les femmes. Parce qu'elle est déjà autorisée. Oui, elle est déjà autorisée pour les couples hétérosexuels, en effet. Par un argument d'égalité homme-femme, qu'on va nous brandir de manière évidente, on va nous expliquer que pour les couples homosexuels homme-homme, il est nécessaire d'ouvrir la GPA, ce contre quoi je suis formellement contre. Et pourquoi il y aurait nécessairement ici une notion d'égalité entre les femmes et les hommes qui inciterait à l'autorisation de la GPA? Parce que c'est tout simplement dans l'air du temps et que c'est ce que nous prêche le postmodernisme. J'entends ce que vous dites au-delà des grands mots, mais si vous voulez, pour qu'il y ait une égalité, il faut qu'il y ait un droit au départ. Et sur quel droit est-ce qu'on pourrait se baser pour dire voilà, il faut qu'il y ait égalité devant la loi? Sur le droit, sur l'égalité. Bah oui, puisque vous dites ouvrir la PMA à toutes les femmes, ça ouvrirait la porte à la GPA parce que les hommes demanderaient l'égalité, mais l'égalité on la demande sur la base d'un droit. Et quel droit? On va ils vont nous dire ils vont nous dire Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout homme et femme naissent libres et égaux en droit et en... J'imagine que dans le raisonnement, ça voudrait dire par exemple un droit à la fille à avoir des enfants. Oui, en fait. droit à avoir des enfants, c'est ça qu'on va nous brandir haut et fort. Ouais, enfin après ça n'existe pas dans le code civil. Non, mais oui, non. Ah non, je veux dire, il y a pas. C'est un droit qui n'existe pas. Oui, non, c'est pas un argument juridique. Je veux dire, il y a pas d'argument juridique. Oui, mais... sauf qu'il faut qu'il y en ait un pour que ça marche. Non, bah, pas forcément. Pour remporter, c'est pas forcément fondé sur l'argumentaire sera pas forcément fondé sur un droit juridique. Ryoma, moi je suis contre. Alors, la PMA ou la GPA? On parle de la PMA pour l'instant, c'est Clément qui m'a amené là-dessus. La PMA pour toutes les femmes, en tout cas, moi je suis favorable. Quel argument de base? Eh bien tout simplement parce que quelque part ça consacrerait finalement le rôle de la femme d'une certaine manière. Alors je n'aime pas vraiment ce genre de... je ne pense pas en tout cas qu'il y ait un rôle défini, mais je pense que ça permettrait au moins, disons, ça permettrait de consacrer, ça permettrait de consacrer une, ça permettrait finalement de... Alors, je pense pas que ça déboucherait sur une égalité en soi, une égalité en droit ou n'importe, mais je pense que d'une certaine manière, disons, ça mettrait en valeur la femme en tant que telle, et c'est pour ça que j'y suis favorable. Et alors, en ce qui concerne la GPA... Alors la GPA, je suis assez nuancé parce que pour le coup, je pense qu'il y a des dérives qui existent, et donc que malheureusement, le droit en tout cas ouvre la porte à un certain nombre de pratiques, et dans ces pratiques-là,
Il y a, bon, soit alors ce qu'on appelle, de manière très, très simple, donc le commerce du corps. Bon, je pense que c'est une réalité pour laquelle il faut, à mon avis, s'équiper et s'assurer en fait que un droit à la GPA, ou en tout cas une autorisation de la GPA, ne débouche pas sur des pratiques qui pourraient s'assimiler à de la traite. Comme on peut plus ou moins l'imaginer aux États-Unis. Voilà. Même si à la lecture ou à écouter Marc-Olivier Fogiel, dont je parlais en introduction, c'est plus complexe. Enfin bref, ça m'invite à vous parler d'un autre point qui est levé par l'avis du CCNE, qui souhaite la levée de l'anonymat des dons de sperme. Je pose ça sur la table. Parce que le CCNE le fait lui-même. Clément, pour vous, ce serait... Je comprends pas vraiment je trouve qu'il y a une certaine contradiction entre les deux mesures, d'un point de vue symbolique. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que la biologie prime, et à ce moment-là, on est d'un père et d'une mère, et à ce moment-là, la levée de l'anonymat est une réponse cohérente? Ou est-ce qu'on considère que ce ne sont pas nos géniteurs biologiques qui sont nos parents, mais ceux qui nous élèvent? Et à ce moment-là, quelle est l'importance de donner le nom de la personne qui a donné son sperme, en l'occurrence, et ça n'a aucun intérêt. Et à ce moment-là, on ouvre en l'occurrence la PMA aux femmes. Mais les deux mesures en même temps, je ne comprends pas la cohérence idéologique. Ryoma. Je pense déjà qu'il n'y a pas forcément de cohérence de prime abord, parce que d'une certaine manière, l'anonymat pour le don du sperme, en fait, peut-être que là, pour le coup, c'est moins, sachant que le rôle du père en général, est quelque part un peu, est toujours un peu moins mis en avant, disons, au sein de la famille. Je pense que là, pour le coup, c'est une mesure qui n'est pas le fait d'une revendication sociale. Peut-être c'est une revendication périphérique. Je ne dis pas en tout cas que ce n'est pas important ou quoi que ce soit, mais que dans l'idée même de pouvoir disposer des moyens de faire des enfants, c'est quelque chose qui est un petit peu à la marge. Donc, pour le moment, je rejoins les arguments. Donc, après tout, comme on sait que les familles se recomposent, que parfois les enfants sont abandonnés, etc., il n'est pas toujours une bonne chose de connaître en fait un parent qui de toute façon ne vous a pas aimé et qui, s'est rendu compte qu'il a eu un enfant avec une personne avec qui il ne voulait pas fonder de famille. Donc de ce point de vue-là, il y a il y a parfois des cas où c'est vrai, ne pas connaître son père biologique peut être une bonne chose. De l'autre, est-ce que après, est-ce qu'il y a un besoin en tout cas de connaître à tout prix ses parents? J'en suis pas sûr non plus. Donc de mon côté, même si cette disposition me poserait pas de problème, je n'y vois aucune urgence en fait. Mais est-ce que dans l'absolu, ça ne nous amène pas à chercher à redéfinir ce qu'est le parent? Je pense qu'en fait, on en a déjà une idée. On en a déjà une idée assez précise en fait. Et dans mon interprétation, tant que le cadre familial n'étouffe pas l'enfant, qu'est-ce qu'on appelle étouffer un enfant? Je veux dire, il y a le moment de... littéralement ou non, c'est ça. Au moment où on parle des bébés secoués, c'est malin. Voilà, bref, pardon, excusez-moi. Mais il y a... Est-ce qu'un environnement familial est plus propice qu'un autre? C'est déjà tout un modèle de société qui est remis en cause. Et donc là, pour le coup, je pense que c'est pas, c'est peut-être, à mon avis, se perdre dans des considérations d'ordre social pour une question qui est plutôt technique. Je me permets de rebondir sur la question de la PMA. Ce qui me fait peur, moi, personnellement, c'est l'argument qui est brandi du côté des gens favorables, qui est celui d'un droit
supposé à l'enfant. Qui pareil. Et où est-ce que vous l'avez entendu cette histoire de droit à l'enfant? Droit à l'enfant. Non, mais c'est comment c'est pas juridique. Oui, merci, j'ai compris. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, c'est peut-être moi qui ai mal suivi, mais il me semble pas avoir entendu parler de droit à l'enfant par les différentes personnes qui sont par les différents protagonistes qui sont pour l'élargissement de la PMA. C'est quelque chose que j'ai entendu comme argument assez récurrent pourtant. Je vais être honnête, je l'ai plutôt entendu venant des opposants qui parlaient justement du problème de créer un droit à l'enfant. Je botte en touche. Non, je finis mon promo. Non, je finis mon propos. Ce qui me semble, puisqu'en fait, on nous présente toujours, on nous dit toujours PMA, GPA, et puis c'est fini. Ce qui me semble encore plus effrayant derrière, c'est comment, avec l'ouverture, comment les développements techniques qu'on a actuellement, c'est-à-dire les possibilités techniques qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'avec les nouvelles techniques de manipulation génétique, CRISPR-Cas9 notamment, qui permettent maintenant de couper un chromosome là où on veut, on met ce qu'on veut à la place, enfin voilà, tout est possible, tout est imaginable. On sait que la Chine notamment a commencé des expériences sur des embryons humains. Ça veut dire que dans une idée où tout ce qui est possible techniquement est moralement acceptable, on peut voir l'émergence de marchés où on vous dit voilà, alors pour les yeux bleus, faudra cocher le formulaire AB, ce sera 40 € pour des bébés sur mesure. C'est quelque chose qui d'ici 30 ans peut-être techniquement sont envisageables, et il est important de penser ça déjà, je pense, maintenant. Dernier mot, Ryoma. Oui, je pense que là, pour le coup, la question sur l'eugénisme, c'est quelque chose de particulièrement grave, et donc il faut pouvoir s'y atteler et de voir que l'on n'autorise pas finalement une forme de sélection, une sélection finalement des caractéristiques des individus souhaitables à la vie. Mais c'est vrai que je pense que cette question doit être mise aussi au regard tout simplement de la transition, de la transformation démographique des sociétés occidentales, où pour le coup la croissance démographique est largement assurée par des personnes d'origine étrangère qui alimentent en fait les thèses du grand remplacement, etc. Et donc de ce point de vue-là, les deux sont à mon avis dans l'imaginaire sont indissociables, et je pense qu'il faut aussi le prendre en compte. Merci messieurs, pardon pour ce débat qui a été beaucoup trop court. Je vous propose qu'on remette ça dans 2 semaines si vous le voulez. Avec plaisir. Ça me va. C'est une possibilité que nous envisageons, car la semaine prochaine autre chose dans la question de la semaine. Merci à vous. L'actualité en bref, c'est tout de suite sur LVE.